Bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal des sports, du rugby féminin avec la défaite du 15 tricolore 19-13 face à l'Angleterre dans le cadre du tournoi Destination féminin. La rencontre s'est jouée en début d'après-midi à Pau dans les Pyrénées-Atlantiques. Du basket aussi avec à Limoges. Ce bel hommage rendu hier à Frédéric Fortet, l'ancien président du CSP, décédé brutalement le 31 décembre 2017. Et puis nous parlerons cyclisme avec une très ancienne course sur route, l'essor basque qui a été dominé tout au long du week-end par les Auvergnats du team Pro Imo. Mais on va débuter tout de suite avec du football. C'est le match phare de la 22e journée de championnat de Ligue 1. Ce soir à 21h, Bordeaux, 10e du classement avec 29 points, accueille Marseille qui pointe à la seconde place. Nicolas Morin nous attend près du stade Matmut Atlantique à Bordeaux. Bordeaux-Marseille, toujours un match particulier. Bien évidemment, il ne s'agit plus de l'époque où Claude Bèze et Bernard Tapie étaient à la tête des clubs où la rivalité était féroce entre les deux présidents et les deux équipes. Ce n'est plus non plus l'époque où Bordeaux et Marseille étaient à la lutte pour le titre de champion de France comme en 1999 ou en 2009. Mais cela reste un match à part, notamment à cause de la fameuse invincibilité des Girondins ici à domicile en championnat. Elle date du 1er octobre 1977. Depuis, Marseille n'a jamais réussi à s'imposer. Ça fait un peu plus de 42 ans et demi. Alors ça, c'est la petite histoire. La grande histoire, c'est bien évidemment pour les Marseillais de conforter leur place sur le podium et si possible de prendre de l'avance sur Rennes, le 3e, et de conforter leur 2e place en s'imposant ici ce soir. C'est l'objectif des Marseillais. Pour les Bordelais, simplement 11e, il s'agira de renouer enfin avec le succès à domicile. Bordeaux-Marseille, un match en 2020, toujours à part dans le championnat de France. L'événement de la journée en Nouvelle-Aquitaine, c'était en rugby ce match du tournoi Destination féminin au stade du Hameau à Pau. L'Angleterre a battu la France 19-13. Les Anglaises ont dominé la rencontre tant physiquement que techniquement. 2 premiers essais en première période pour l'Angleterre face au 15 tricolore qui n'a pu que se défendre en reculant. Il n'a rien pu faire ce 15 tricolore. Et à l'issue de la rencontre, Élise Descartes est allée tendre son micro à l'internationale de rugby béarnaise Lise Haricastre. Déçue parce que la Coupe du Monde c'est demain, qu'on ne peut pas faillir encore et encore contre ces nations-là alors qu'on gagne contre les champions du monde. Voilà, la Coupe du Monde dans 1 an et demi, il nous restera encore des oppositions contre les Anglaises et contre d'autres nations. On va dire que c'était le joker là, c'était le joker. À présent, ça ne veut pas dire que le tournoi Destination est fini, il y a encore d'autres grosses nations derrière. Et il va falloir qu'on se batte, là, le week-end prochain, qu'on donne tout ce qu'on a et montrer que les Français sont quand même dans la place encore. Et Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, a fait le déplacement à Pau à l'occasion de ce match de rugby France-Angleterre féminin. L'occasion de revenir avec elle sur les violences sexuelles subies par les femmes dans le sport. Après la sortie du livre de la patineuse Sarah Abitbol, qui dénonce le fait qu'elle aurait été abusée par son ex-entraîneur. On écoute la ministre. Aujourd'hui, avec toutes les révélations, tous les témoignages, la libéralisation aussi de la parole sur ces thématiques, il faut qu'on nourrisse ces chartes et qu'on les nourrisse aujourd'hui avec du contenu, avec des personnes qui viennent témoigner, qui viennent dire aux enfants qui sont dans les clubs sportifs, aux éducateurs, aux bénévoles qui sont dans les clubs sportifs, comment prendre la parole, auprès de qui, quels sont les processus de lancement d'alerte, quels sont les contrôles et les sanctions qu'on encourt. Tournoi Destination féminin toujours. Sachez que le prochain match aura lieu le 8 février prochain à partir de 21h. Ce sera au stade de Beaublanc à Limoges. Chez les hommes, toujours dans le tournoi Destination, la France jouait cet après-midi contre l'Angleterre. Le 15 de France l'emporte 24-17 avec notamment 3 essais du Rochelet Vincent Rattez. On va rester dans le rugby. Vous l'avez noté, pas de match de top 14 ce week-end. Si quelques joueurs étaient mobilisés dans le 15 de France masculin, eh bien les autres se sont rendus à Paris, au Paris La Défense Arena pour le premier tournoi de rugby à 7 organisé par la Ligue nationale de rugby. Le Racing 92 a remporté la première édition de ce Super Sevens en battant Pau 28-12. La Rochelle termine 6e de ce tournoi et Brive, que vous voyez sur ces images, 15e et donc avant-dernier.
En rugby Pro D2, cette fois-ci, il y avait match cette semaine. Jeudi dernier, Biarritz s'est largement imposé sur la pelouse face à Soyaux. Angoulême, donc 20-8, c'est le score. Les Biarros sont 5e du championnat et les Charentais pointent à la 8e place. On change de ballon, on passe au basket avec tout d'abord ce bel hommage rendu par le CSP Limoges à son ancien président Frédéric Fortet. Il est brutalement décédé le 31 décembre 2017. Frédéric Fortet a marqué l'histoire du CSP, mais aussi celle de tout le basket français, Jérôme Pipereau et Mathieu Desgremont. 19h devant sa famille et des centaines de supporters, la fresque représentant le visage de Frédéric Fortet est dévoilée sur le mur de Beaublanc. Elle fait face à un autre joueur emblématique du CSP, Richard Dacoury. L'ancien numéro 7 de Limoges est très heureux de ne plus être ainsi le seul dessiné. Depuis sa disparition, j'avais un immense manque. Et symboliquement, de l'avoir en face de moi, j'aurais toujours un œil sur lui, il aurait un œil sur moi. Je trouve ça plutôt très sympathique et plutôt symbolique. Et non, je suis très heureux de ça, il le mérite tellement. Émotion bien sûr pour les 3 filles de Fred, serrées les unes contre les autres avec leur maman pour assister à cet hommage. Mon papa c'est le plus beau, donc je le trouve très beau, à son image. Qu'est-ce que ça représente cette soirée avec tous ces hommages ? Ça représente la célébration de sa carrière en tant que joueur, puis en tant que président. Et puis pour nous c'est très émouvant parce qu'on rend hommage à notre papa surtout. Les fans du club immortalisent ce moment, ils savent ce qu'ils doivent à celui qui en 2004 a sauvé le club. Ils ne pouvaient pas manquer ce rendez-vous. Ça le représente comme il était au quotidien. On imagine dans sa tête encore 100 000 choses qu'il pensait pour le futur du club. Quelques minutes plus tard, l'hommage se poursuit avec l'inauguration d'une plaque. Le hall du Palais des Sports qu'il a tellement fréquenté porte désormais son nom. Enfin, à 20h25, le grand moment de la soirée, le retrait du maillot avec le fameux numéro 4, celui qu'il a porté durant des années sous les couleurs limougeaudes. Le peuple de Beaublanc applaudit à tout rompre. Plus aucun joueur ne pourra maintenant porter ce numéro. Il rejoint ceux d'Ed Murphy et de Richard Dacoury. Il y a 2 ans, Frédéric Fortet, joueur, entraîneur, président du Limoges CSP disparaissait. Mais hier soir, il était bien présent dans toutes les têtes et dans tous les cœurs. Il laisse donc un sacré souvenir à tout le monde. Et après cet hommage, le Limoges CSP a été solide dans les dernières minutes de jeu face à Gravelines dans le cadre de la 21e journée de Jeep Elite. Les Limougeaux remportent le match 77-71. Jérôme Pipereau, Mathieu Desgremont. Il reste moins de 2 minutes. Gravelines Dunkerque est revenu à égalité et est en mesure de gâcher cette soirée spéciale. Heureusement, Vicente Ford puis Hugo Invernizzi dégainent coup sur coup 2 paniers à 3 points. Beaublanc respire. Le CSP ne devait pas perdre ce match. Hommage à son ancien joueur et président. Je pense que c'est pour tout le monde différent. Moi, j'ai réussi à rester dans ma bulle. On sentait de l'excitation. On essaie de s'en nourrir un peu. Moi, j'essaie de m'en nourrir un peu, de s'exciter un petit peu par rapport à l'ambiance, mais je pense que chacun a vécu ça différemment. Ce ne fut pas facile pour les Limougeaux. Ils portaient le poids de l'histoire du club sur leurs épaules. Pour l'occasion, ils avaient revêtu le maillot emblématique de Frédéric Fortet avec le fameux numéro 4 floqué dessus. Un maillot qu'ils ont bien défendu et mouillé car ce ne fut pas simple face aux nordistes. Guignard, Sanford, enfin à son niveau, et Boutielé ont fait le boulot. Ouais, on est dans une bonne dynamique. Il faut continuer parce que les matchs qui arrivent sont abordables. Donc il faut continuer comme ça. Si on veut espérer pour être en play-off, il faut une série de victoires. Donc il faut continuer comme ça. Limoges retrouve des couleurs, 3 victoires consécutives indéniablement. Cette équipe s'améliore, se bonifie sous les ordres de Mehdi Mari. L'arrivée du nouveau meneur de Marcus Nelson va faire du bien. De l'envie, de l'abnégation, une belle communion avec le public. Ce CSP a été à la hauteur de l'hommage rendu à Frédéric Fortet. Nul doute que de là où il est, il aura apprécié cette victoire. Les autres résultats de Jeep Elite du week-end, Boulazac est allé logiquement s'incliner 86-71 face à Monaco, 2e du championnat. Et puis Pau-Orthez l'a emporté d'un cheveu, 74-73 face à Strasbourg. Les Béarnais se sont fait très peur en première partie avant de réagir. Au classement général de Jeep Elite, Limoges est 9e, Pau-Orthez 10e et Boulazac 17e. Les filles sont décidément à l'honneur ce soir avec un beau derby féminin de basket à présent. Fétia, c'est une toute petite ville de la banlieue de Limoges et les filles de Fétia sont premières de leur poule et visent la montée en Ligue 2. Hier soir, elles jouaient sur le parquet du Limoges ABC. Elles l'emportent 65-47 et font carton plein. 14 victoires en 14 matchs. Camille Chignac et Valérie Agut. Ambitieuse ? Warrior. Joyeuse. Géniale. Combative et capitaine. Adoubée par ses coéquipières, la personnalité de Caroline Misset-Villéger a également joué dans le choix de son coach pour la placer à la tête de l'équipe.
Humainement, c'est une crème. Je ne l'ai jamais vue faire la tête, elle est toujours là avec nous, elle dégage une bonne humeur qu'elle partage avec les autres, c'est vraiment quelqu'un de bien. Aussi loin que remontent ses souvenirs, la jeune femme de 26 ans a côtoyé les parquets car son père jouait au basket. Alors, l'amour qu'elle porte à son sport est presque inné. Je pourrais pas l'expliquer parce que ça a toujours été, je joue au basket depuis que j'ai 3 ans, il n'y a pas de... Je l'explique pas en fait, c'est une passion. Originaire des Ardennes, elle doit son arrivée en Haute-Vienne il y a 4 ans à son mari. À l'époque, Benjamin Villéger entraîne l'équipe féminine de Fétia. Alors, au moment de recruter une arrière, il n'hésite pas une seconde. Je ne connais pas de joueuse plus forte qu'elle, donc c'était tout naturellement que pour moi je la voulais avec moi et hors de question qu'elle soit dans un autre club avec un concurrent. Beaucoup d'appréhension. L'été, ça a été quand même compliqué l'été où j'arrivais parce que j'avais peur du regard des filles, de comment ça allait se passer, parce qu'au final, c'est une situation qu'on ne connaissait pas du tout. Et maintenant, au final, ça s'est très bien passé et si c'était à refaire, je le referais. Depuis, Benjamin Villéger a été nommé assistant coach au CSP. Attaquez fort le cercle, vous rentrez dans la peinture, attaquez fort le cercle, allez go! Peut-être encore plus objectif, l'actuel entraîneur de Caroline est d'accord avec son mari sur les qualités sportives de la joueuse. C'est une joueuse qui sur un terrain sait tout faire. Elle est hyper précieuse pour notre basket. Scoreuse, volontaire en défense, son attitude sur le terrain montre aussi son attachement à ce club qu'elle a rejoint en 2016 et qui ne cesse d'évoluer. C'est un club qui est très familial. Alors il a énormément grandi depuis 4 ans parce que quand je suis arrivée, il y avait quand même beaucoup moins de supporters, il y avait beaucoup moins d'engouement. Ça a donné envie de faire encore plus, de faire plus ici, d'aller encore plus haut. Après, on verra ce qu'on peut faire ou non, mais en tout cas, oui, c'est génial. Invaincue jusqu'à présent, la capitaine et ses coéquipières peuvent viser haut. Objectif, une montée en Ligue 2 et une finale de Coupe de France. Leader sur tous les terrains, Caroline Misset-Villéger sera un atout indéniable dans cette conquête. On va rester tout de suite dans le basket avec notre invité. Bonsoir Rémi Dumas. Bonsoir. Alors vous êtes l'auteur de ce livre, Fondamentaux, exercices et systèmes du basket 3-3. Et vous entraînez depuis plusieurs années plusieurs petites équipes en Creuse. Et comme là-bas, la démographie n'est pas galopante, vous aviez un petit peu du mal à recruter. D'où l'idée de développer le basket 3-3. Oui, c'est ça. Je travaille sur Bénévent-l'Abbaye et sur tout l'ouest de la Creuse, de la souterraine et dans le Palestel. Et en effet, avec les problèmes de démographie, donc les problèmes d'effectifs aux entraînements, je voulais aussi avoir une nouvelle approche sur les contenus techniques, tactiques. Et donc, je me suis lancé dans le basket 3-3. Donc, avec plusieurs bienfaits, à force de faire des tournois, des entraînements, et finalement, on a créé du lien entre les différentes équipes du club. On a créé du lien au niveau de la commune avec des interventions sur le collège, sur les écoles, etc. Donc, alors, le basket 3-3, concrètement, ça change quoi ? Alors, le basket 3-3, d'abord, c'est un sport très moderne. C'est-à-dire que c'est un sport qui est par équipe, bien sûr, mais qui a un classement international individuel, comme un petit peu le classement ATP. Ça se joue en musique, ça se joue un petit peu dans des lieux différents, dans des centres commerciaux, à l'extérieur. Et en fait, le basket 3-3, c'est un sport universel, puisque tout le monde peut y jouer sur un panier. C'est un demi-terrain, un panier. Et c'est la première équipe qui marque soit 21 points, ou à la fin des 10 minutes, qui a le plus de points. Alors, concrètement, donc vous avez donc sorti ce livre. Le basket 3-3 a été codifié en 2012 et arrive au JO en 2020. Il n'existait pas de manuel. Non, en fait, quand je me suis lancé sur les entraînements dans mon club, j'ai cherché un petit peu sur Internet des vidéos, des contenus, et je n'ai rien trouvé. Donc, je me suis dit, quitte à faire ces contenus, autant le partager au plus grand nombre. Donc, c'est pour ça que j'ai créé d'abord une chaîne YouTube, Maestro Experience, et après page Facebook, Instagram. Et il y a cet été, j'ai formalisé un petit peu ma modeste expérience dans ce milieu-là. Une dernière question, le basket 3-3 en Nouvelle-Aquitaine, ça marche comment ? Le basket 3-3 en Nouvelle-Aquitaine, c'est vraiment une région leader sur le basket 3-3, avec Poitiers et Sylvain Meignier, qui est porteur de ce projet-là depuis 4-5 ans. Et le basket 3-3 en Nouvelle-Aquitaine, c'est 5 tournois sur les 18 tournois de la fédération qualificatifs pour l'Open de France. Donc c'est vraiment
région leader sur ce marché. Merci beaucoup Rémi Dumas d'avoir accepté notre invitation. On va maintenant passer au football. Les huitièmes de finale de la Coupe de France féminine se jouaient ce week-end. Hier, les joueuses de Soyaux-Angoulême ont été battues sur leur terrain face à Guingamp. Le score 1-0. Retour sur ce match avec Valériane Gouban et puis Thomas Chapuzot. Efficacité et réalisme, voilà ce qui a manqué aux joueuses de Soyaux, contrairement aux Guingampaises. 75e minute de jeu, les Bretonnes ouvrent la marque sur une erreur défensive. Elles ne se feront jamais rattraper. Pourtant, menées au score, les Charentaises changent de visage. Ça nous a mis un réveil, on s'est pris le but et du coup on avait la hargne derrière par la suite égalisée et au moins aller chercher le match nul pour espérer après par la suite. Je pense qu'on avait pour objectif d'aller chercher cette qualification et d'enchaîner le tour de Coupe de France. Voilà, on est déçus, c'est comme ça malheureusement. Après une mi-temps sans grandes occasions, le but des Guingampaises relance le match. Pour tenter de revenir à 1 partout, les Charentaises vont s'employer et se créer de grosses occasions jusque dans le temps additionnel. 94e minute, Kimberley Cazot rate la dernière chance d'égaliser. Une élimination de Coupe de France frustrante pour leur entraîneur Sébastien Joseph. C'est un ensemble de choses. Quand on ne peut pas gagner, il faut au moins essayer de ne pas perdre, comme on dit souvent. Et voilà, en ce moment, on a trop de moments de relâchement où on prend des buts, où ça nous coûte des buts. Et puis, on est un peu moins dans la période où on en marque 3 ou 4 pour pouvoir gagner nos matchs. Forcément, voilà, ça crée de la déception et beaucoup de frustration à la fin de ce match. Les Charentaises doivent à présent rebondir et se concentrer sur le championnat. Objectif, maintenir le club en première division. Les joueuses de Soyaux auront fort à faire le week-end prochain avec la réception du Paris Saint-Germain. Et toujours dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de France féminine, Montauban accueillait aujourd'hui les féminines de Bordeaux à 14h30. Le match s'est conclu par un nul, 1 partout, mais Bordeaux se qualifie pour les quarts de finale à l'issue des tirs au but, 4-2. Et pour clore cette page football, notez qu'en Ligue 2, les Chamois niortais recevaient le Paris FC vendredi soir. Beaucoup de buts dans cette rencontre vraiment incroyable qui s'est malgré tout conclue par un nul, 4 partout. Les clubs luttent pour le maintien et Niort se classe 18e du championnat. On va maintenant parler vélo. Là où il est, Raymond Poulidor doit avoir le sourire aujourd'hui puisque son petit-fils vient de conquérir un 3e titre mondial de cyclocross. Mathieu Van Der Poel a brillé aujourd'hui dans la boue suisse de Dubendorf. Il a tué le suspense dès les 7 premiers tours du circuit, bien au-dessus de tous les autres concurrents. On salue aussi la performance des Limousins de Creuse Oxygène et notamment celle de David Menu qui se classe 23e. 600 km de course sur 5 jours. L'Essor Basque est une très ancienne course cycliste sur route d'élite nationale. Ça dure depuis 45 ans et pour la première étape qui se déroulait aujourd'hui, le team Pro Imo d'Auvergne a dominé la course. Le Corrézien Michael Guichard a brillé, mais c'est l'un de ses coéquipiers qui a franchi le premier la ligne d'arrivée. Domination sans partage de l'équipe Pro Imo hier dans la première étape de l'Essor Basque entre Bucco et Tarnos. Et c'est l'Estonien Karl-Patrick Lok qui inaugure la ligne d'arrivée après une course bien maîtrisée. Bien sûr, on est un peu le nombre. On est 9 au départ. Et voilà, oui. Finalement, c'est pas la domination de... Oui, on est fort. Mais c'est aussi quand on fait tactiquement. Parce que cyclisme, c'est beaucoup de tactique et voilà, je pense que ça fait tous ensemble. Arrivé en seconde position, c'est un coéquipier, le très prometteur Michael Guichard, qui s'élance seul en début de course, comme pour marquer les esprits. Il caracole en tête avant de devoir partager le gâteau avec ses collègues, mais le ton est donné. C'est sur ces courses que se forgent les grands noms du cyclisme. C'est un petit peu l'antichambre des professionnels. La plupart sont inconnus aujourd'hui du grand public, mais demain, ils feront le Tour de France et ils brilleront comme même Julien Lafilippe est passé sur l'Essor Basque. Julien avec son frère Brian, ils sont venus à l'Essor Basque, ils étaient inconnus. Maintenant, c'est les courants les plus populaires du Tour de France. L'Essor Basque, 5 jours de course sur 572 km. Et parmi les 200 coureurs en lice, les cyclistes de l'équipe Pro Imo n'ont pas fini de faire parler d'eux d'ici le final à Moléon dimanche prochain.
Et la seconde étape de l'essor basque se courait aujourd'hui entre Cambos et Bardos sur 110 km. Le team Proimo a continué à survoler la course. Boris Orlac gagne cette seconde étape accompagné de 3 de ses coéquipiers. Le World Tour féminin de cyclisme, vous le savez, remplace la Coupe du Monde de cyclisme sur route depuis 2015. Eh bien, il a débuté ce samedi en Australie. L'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, qui fait désormais partie des 8 meilleures formations internationales, était au départ. Dans ses rangs, Jade Ville, la championne de France 2019. Nous l'avons suivi lors d'un stage de préparation en Espagne. Son portrait est signé Freddy Vetto et puis Alain Darigrand. C'est la plus jeune de l'équipe, la plus petite aussi. Mais on la reconnaît surtout à son maillot et son vélo aux couleurs du drapeau français. Parce que du coup, il faut que je reparte avec celui qui a le capteur de puissance. Depuis son arrivée dans l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope début 2019, Jade Viel vit un rêve éveillé. En juin, elle devient à la surprise générale la plus jeune championne de France. C'est Jade Viel qui s'impose. Jade Viel qui a fait parler sa pointe de vitesse. J'ai gagné. En fin d'année, la Provençale profite du passage de son équipe en World Tour, le plus haut niveau mondial, pour signer son premier contrat professionnel à 19 ans. Sûr que je réalise que je suis chanceuse. Je peux maintenant vivre, on va dire, de ma passion, donc c'est un petit rêve, ouais. Avec un maillot tricolore en plus sur les épaules. Ouais, voilà, c'est ça. On se sent belle. Joviale et décontractée, même en pleine séance d'entraînement. Oui, je suis boyfriend. Breton. C'est un breton. Jade Viel fait preuve de maturité. Une force de caractère à l'origine de ses performances, selon les directeurs sportifs de la formation Poitevine. C'est une guerrière, hein, si on ne peut employer qu'un seul mot. Elle a vraiment des envies fortes. Et voilà, elle sait pourquoi elle est sur le vélo et donc elle se donne les moyens, elle se bat à 100%. Elle va pas lâcher le morceau comme ça, donc les adversaires doivent vraiment s'employer pour la mettre en difficulté par rapport à ça. Et la hauteur de selle, tout ça, tout va bien? Ouais. C'est dans 5 km la prochaine montée? Ouais, c'est ça à peu près. Ouais. Des qualités de puncheuse à l'épreuve des cols de Tarragone. 6 km de côte, 5 minutes de montée, à bloc. En Espagne, la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope prépare les premières courses de la saison. Jade Viel y participera aux côtés des meilleures étrangères de l'équipe. Une nouvelle occasion de progresser. Elles peuvent nous donner un peu des conseils. On peut voir aussi comment elles courent aussi en les regardant dans le peloton. Donc rien que le fait d'être autour d'elles à vouloir les protéger, c'est sûr que ça nous booste parce qu'on n'a pas envie de les décevoir. Un rôle d'équipière en première partie de saison, celui de leader en juin pour son objectif majeur, conserver son titre de championne de France à Plumelec. L'an dernier, elle a gagné un très beau titre en étant une fille du collectif, mais en n'ayant pas de pression particulière. Et maintenant, ce maillot va lui amener de la notoriété, mais aussi beaucoup de pression. Et maintenant, il y a cet apprentissage-là à avoir de la pression et gagner avec de la pression. En tout, Jade Viel passera une centaine de jours en course en 2020. Loin de la famille et des amis, des sacrifices pour vivre de sa passion. Le plus dur, on va dire, c'est de louper certains moments. Par exemple, là, j'avais loupé les 50 ans de ma maman. Ouais, souvent, on loupe des anniversaires, des moments importants de la vie, on va dire. Après, ce qui est agréable, c'est toujours quand on roule comme ici au soleil, ou qu'on a des beaux paysages, qu'on découvre des nouvelles cultures, c'est toujours plaisant. En ce moment, Jade Viel découvre l'Australie. La championne de France y débute sa saison internationale, avec au programme la Cadel Evans Race, première manche du World Tour. Voilà, de la natation à présent, le club des nageurs de Brive organisait ce week-end son premier grand meeting national, une compétition qualificative pour le championnat de France. 20 clubs ont fait le déplacement de toute la France. Camille Chignat et Valérie Agut étaient sur place.
Après 8 ans d'absence, la compétition fait son retour à Brive et en grande pompe puisque la compétition a été labellisée Meeting National. Plus d'une centaine de nageurs y participent et parmi eux, une vingtaine de licenciés du club des nageurs de Brive, dont Ambre Harrisbourg qui est avec moi. Bonjour Ambre. Bonjour. Donc votre objectif a été atteint aujourd'hui ? Oui, c'est ça. Durant tout le week-end parce que j'ai fait 3 qualifications au championnat de France élite, dont le 400 mètres 4 nages, le 400 mètres nage libre et le 200 mètres nage libre aussi aujourd'hui. Vous êtes aussi au Pôle Espoir à Limoges. Le fait que la compétition se développe dans la région, il y a des meetings aussi à Limoges, maintenant à Brive. J'imagine que pour vous, c'est important ? Oui, c'est bien. Ça évite de se déplacer trop loin et puis on connaît les piscines, du coup c'est plutôt bien. Oui. Très bien, merci Ambre. Merci. Je suis également avec Mathias Lartigot, qui fait partie des organisateurs de ce meeting. Bonjour Mathias. Bonjour. Alors, vous êtes d'accord avec Ambre, c'est bien pour la région que la natation se développe. Vous ne marchez pas sur les plates-bandes de Limoges en organisant un meeting ici ? Non, on ne se marche pas sur les plates-bandes. Au contraire, on est plutôt complémentaires. Déjà, on se connaît tous, donc on a essayé de faire en sorte que justement les meetings ne se parasitent pas en voyant bien en amont comment on allait pouvoir mettre nos dates en place. Alors, un bilan après 3 jours, les retours sont bons ? Les retours sont excellents, les coachs sont contents, les nageurs sont contents. On a eu des belles photos qui ont parcouru la France et les gens ont un peu découvert aussi au plus loin à quoi ressemble les meetings de Brive en créant des envies de venir nous voir l'année prochaine. Ce qu'on espère aussi, donc le premier bilan est vraiment bon, même en termes de performance, le bassin est rapide et les nageurs ça apprécient. L'idée c'est de faire perdurer ce rendez-vous ? L'idée, c'est de le faire perdurer. Alors la date, toujours, on va essayer aux alentours de maintenant. De toute façon, on va se coordonner avec les autres meetings nationaux pour essayer de ne pas tous se parasiter. Et puis de faire vivre ce meeting annuellement et pour que la natation ait sa place à Brive et puis une place supplémentaire en Limousin qui permette à tous les nageurs, en fait, aux plus jeunes, de voir ce que c'est que la natation de bon niveau et de haut niveau. Merci Mathias. J'ajoute qu'en termes de performance sportive, le meeting a effectivement porté ses fruits puisque plusieurs nageurs se sont qualifiés pour les championnats de France élite qui auront lieu mi-avril à Chartres. Voilà, et en direct sur ce plateau, nous recevons l'un des nageurs qui a participé au meeting de Brive ce week-end. Bonsoir Swan Plaza. Bonsoir. Alors vous faites partie de ce qu'on a appelé le pôle espoir de natation donc en Limousin, qui s'appelle désormais Centre d'accession et de formation au haut niveau. Vous êtes donc l'un des espoirs de la natation en Nouvelle-Aquitaine et très heureux de ce week-end. Racontez-nous. Très heureux, oui, ça s'est super bien passé. Je me suis engagé sur 200, 400, 800 et des courses plutôt encourageantes pour la suite de la saison. Alors il faut dire que vous êtes un nageur longue distance. Bientôt on a la saison des compétitions en grand bassin donc, qui va débuter. Ça s'annonce comment pour vous ? Alors le bassin de 50, là je me prépare pour le bassin de 50 mètres au mois d'avril. Donc ça sera les championnats de France. Et c'est là où il va falloir performer et donner le maximum quoi. Cette année, vous avez décidé de ne faire que nager, c'est-à-dire vous avez eu le bac, je crois, en juin dernier, vous êtes inscrit à la fac, et cette année, vous la consacrez entièrement à la natation, donc les résultats vont être au rendez-vous, on l'espère ? Oui, entièrement à la natation. La fac ne me plaisait pas spécialement, donc là, cette année, c'est natation à fond, et voilà. Comment est-ce que vous vous définissez comme nageur, vos qualités, vos défauts ? Racontez-nous. Je suis assez déterminé, très assidu et je me donne toujours à fond dans tout ce que je fais et tout ce que j'entreprends. Alors, il y a quelques années, vous avez été victime du double hernie discale. Ça, vous voulez plus trop en parler. C'est le passé. On est passé à quelque chose d'autre, mais pourtant, c'était quelque chose qui vous a attrapé un petit peu par les tripes. Hein. Non, ça, je veux plus trop en parler. C'est derrière, c'est le passé. Donc maintenant, j'avance et ça m'a forgé aussi. Ça m'a donné encore plus de force pour continuer à nager encore au maximum, au plus vite. Cette année, votre ex-entraîneur Eric Variengien donc, est parti à la retraite. Il dirigeait le pôle espoir de natation. Maintenant, vous êtes entraîné par un seul entraîneur qui s'appelle Fabien Lebec. Donc, on passe de 2 entraîneurs à un entraîneur. Et donc, le pôle espoir de natation de Limoges s'est un peu réduit comme peau de chagrin. C'est-à-dire qu'on est passé de 16 nageurs à 8 nageurs. Vous y voyez des choses positives à ça ? On est un petit groupe et on est quand même assez soudés, donc je trouve que c'est plutôt pas mal cette année. On s'encourage à chaque fois, sur chaque entraînement, donc moi, ça me va. Franchement, ça va. Votre objectif pour cette année, c'est les championnats d'Europe ? Les championnats d'Europe junior en eau libre. Donc la qualification, ça sera au mois de juin à Saint-Raphaël.
Donc ça sera là où il faudra être présent et nager vite. C'est vrai ? Oui. Et alors ? Du coup, on se prépare au maximum, on mange des kilomètres et voilà. J'espère que ça paiera un jour. Merci beaucoup Swan Plaza. Alors on a parlé de ce rendez-vous de natation qui s'est déroulé donc ce week-end donc à la piscine de Brive. Sachez que le 11 février, à ne pas manquer donc à Aquapolis Limoges, donc ces matchs de water polo. L'équipe de France sera là et jouera contre la Hongrie et puis les Pays-Bas. Voilà. Donc sur ces mots, fin de ce journal des sports sur Noah. Dans quelques instants, la suite de vos programmes. Je vous souhaite un très très bon début de soirée.